29 novembre 2023, l'eurodéputé et militante écologiste Michèle Rivasi décédait soudainement à Bruxelles à l'âge de 70 ans. Les jours suivants, la tribune Ensemble nous gagnerons, en hommage à l'engagement et au courage de Michèle Rivasi, fut signée par plus de 150 associations, collectifs et personnalités de la société civile. Ces voix poursuivent les combats pour le vivant, la santé et la paix, chers à cette pionnière farouche de l'information scientifique indépendante. Ils, elles, sont les lanceurs d'alerte d'aujourd'hui. Aujourd'hui, avec Ensemble nous gagnerons, nous faisons connaissance avec Daniel Ibanez, le cofondateur des rencontres annuelles des lanceurs d'alerte. Bienvenue dans cette série d'entretiens Ensemble nous gagnerons, avec des lanceurs d'alerte, des personnalités, des associations en lien avec les combats politiques et citoyens de Michèle Rivasi. Avec nous aujourd'hui, Daniel Ibanez, le cofondateur des rencontres annuelles des lanceurs d'alerte. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors, par rapport à cette discussion qu'on a ensemble, si je puis dire, même si ça peut paraître naïf, c'est quoi le problème? Quels sont les enjeux? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces rencontres annuelles des lanceurs d'alerte? Ben, on a créé ça en 2015 sous de mauvais auspices, puisque la première édition devait se dérouler les 14 et 15 novembre 2015, et que le 13 au soir, tragiquement, le Bataclan a un petit peu remis en cause tous ces projets. Mais on a continué à organiser ces rencontres. L'intérêt de ces rencontres, c'est qu'elles permettent de partager, de mutualiser, d'échanger les expériences des acteurs de l'alerte, et pas que des lanceurs d'alerte, et de réfléchir un petit peu à cette notion de l'alerte, cette notion des lanceurs d'alerte, et en faisant émerger le fait que le lanceur d'alerte n'apparaît finalement que lorsque les services de l'État, les entreprises ont connu des dysfonctionnements sur le traitement de l'alerte. Et donc, c'était important, et ça l'est toujours, de recadrer un petit peu la question de l'alerte et des lanceurs d'alerte, parce que le traitement médiatique fait qu'on héroïse les lanceurs d'alerte, que tout le monde est prêt à les soutenir, mais que la première des choses importantes en matière d'alerte, c'est de traiter les alertes. Euh, et pas simplement de faire des selfies avec les lanceuses et lanceurs d'alerte. Et donc, voilà, ces rencontres annuelles des lanceurs d'alerte ont permis, avec la participation de lanceuses et lanceurs d'alerte, bien sûr, mais de journalistes, de juristes, de chercheurs, comme Francis Chateaurenaud, qui est celui qui a créé cette formule lanceur d'alerte en 1999, hein, ça fait déjà plus de 25 ans, et ben de se recentrer sur la question de l'alerte, que ce soit l'alerte démocratique, l'alerte sur la corruption, sur les produits dangereux comme les pesticides et autres phytopharmaceutiques, mais également les alertes sur la condition animale. En fait, on s'aperçoit que le traitement de l'alerte et des lanceurs d'alerte est très fréquemment euh, sectorisé. C'est-à-dire qu'on va faire des rencontres sur l'alerte sur la corruption ou sur l'évasion fiscale, puis sur le médicament, puis sur les pesticides, puis sur le fonctionnement démocratique éventuellement. Mais l'intérêt de ces rencontres, c'était justement d'avoir une multitude d'intervenants sur des thèmes qui se croisent et qui sont différents mais complémentaires pour justement en sortir une analyse sur la nécessité de traiter les alertes et d'agir chacun d'entre nous. D'accord. Il y a une expression que vous avez employée en début de discussion, qui est celle des acteurs de l'alerte. C'est intéressant parce que c'est vrai que c'est pas forcément celle qu'on a dans nos têtes. Vous avez aussi abordé un peu comme ça différents thèmes qui pouvaient concerner l'alerte, alors qu'en fait, peut-être, enfin, c'est en tout cas la question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que, à la lumière des années qui se sont écoulées et surtout à la lumière des rencontres d'acteurs de l'alerte qui étaient dans des secteurs différents, on se rend compte en fait que les problématiques sont similaires et qu'en fait les processus sont communs, et donc ce qui fait que pour renforcer l'alerte ou pour renforcer le traitement de l'alerte ou pour rendre les choses plus efficaces, il y a des problématiques en fait qui s'avèrent être communes, tout thème confondu, pourrait-on dire.
Bah, oui, bien sûr. Déjà, la première des choses, c'est que l'alerte elle-même se trouve, euh, comment dire, se trouve au centre d'un problème, c'est la définition du mot alerte. Alors, il y en a qui ont essayé de le définir par des lois en parlant d'intérêt général, mais sans définir la notion d'intérêt général. Hein. Donc, on nous dit qu'un lanceur d'alerte, c'est une personne qui révèle des faits de bonne foi qui concernent l'intérêt général. Mais on ne sait pas ce que c'est que l'intérêt général, ça n'est pas défini. Le résultat des courses, c'est que ça pose un petit peu des problèmes. En fait, l'alerte, c'est quoi? C'est une situation dont la gravité nécessite des mesures urgentes. C'est ça une alerte. S'il n'y a pas d'urgence et s'il n'y a pas de gravité, c'est pas une alerte, c'est une information. Voilà, il y a un chien qui passe dans la rue, ça n'est pas une alerte. Une alerte, Hmm. c'est effectivement une notion de gravité et d'urgence. Alors déjà, là, dès qu'on est arrivé à ça, et ça vaut pour tous les thèmes de l'alerte. Donc il y en a qui vont dire, ben, les polluants PFAS constituent une alerte pour la santé publique. Et puis, on en a d'autres qui vont dire, ah ben non, parce qu'on a des études qui disent que non, etc. Donc là, on voit bien que ce débat montre que l'alerte est également quelque chose de subjectif, puisque l'appréciation de la gravité et l'appréciation de l'urgence est quelque chose qui ressort de l'appréciation personnelle, donc de la subjectivité. Et enfin, il y a cette notion d'intérêt général qui n'est pas définie dans la loi, qui est mal définie dans les esprits d'ailleurs. Et moi, j'ai tendance à considérer qu'en fait, euh, cette notion de lanceur d'alerte est associée aux principes et aux lois fondamentales de la République. Je donne deux, trois exemples ici que j'ai donnés la semaine dernière dans une chronique. Lorsqu'Irène Frachon va révéler la toxicité et le fait que le Mediator est un poison, de façon consciente ou inconsciente, intuitive, elle fait référence à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit que la liberté consiste à pouvoir faire tout, vendre des médicaments par exemple, ce qui ne nuit pas à autrui, ne pas vendre des poisons. Et en fait, elle fait référence à la définition républicaine du mot liberté, qui n'est pas je fais ce que je veux quand je veux comme je veux, du moment que je ne me fais pas prendre. C'est ne pas nuire à autrui, la liberté. Quand Raphaël Allais et Antoine Deltour vont révéler les optimisations fiscales au Luxembourg, en fait, de façon sans doute intuitive ou peut-être consciente, ils font référence à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme qui dit que pour l'entretien de l'administration et de la force publique, il est nécessaire d'avoir une contribution commune qui est répartie équitablement entre les membres de la société en raison de leurs facultés. C'est pas selon le plus malin. Et donc voilà, en fait, cette optimisation fiscale méconnaît ce principe fondamental. Lorsque Karim Ben Ali se filme en train de déverser des produits chimiques qui auraient dû être envoyés dans des centres de retraitement et que Arcelor balance comme ça dans un crassier, de façon intuitive, là également, il fait référence à l'article 2 de la Charte de l'environnement qui dit que toute personne a le devoir de prendre part à l'amélioration et à la préservation et l'amélioration de l'environnement. Et donc, sans doute de façon intuitive, mais on voit bien que finalement, cette question d'intérêt général peut être liée à chaque fois à une question, une loi fondamentale, à un principe fondamental de la République ou de l'Union européenne. Oui, effectivement, c'est une approche dont on n'a pas forcément conscience au niveau de la manière dont c'est traité médiatiquement ou au niveau du grand public par rapport à cette espèce de lieu commun qui est celui du lancement d'alerte. Comment avez-vous fait la connaissance de Michel Rivasi en travaillant sur quel dossier? Ben, Michel Rivasi, je l'ai rencontré fin 2013 pour la première fois, en connaissant son action, notamment sur le nucléaire, bien évidemment, puisque j'habite en région Rhône-Alpes. Je l'avais rencontré pas très loin, entre Chambéry et Grenoble, lors d'une réunion publique qu'elle avait faite. Et moi, j'y étais allé avec des amis pour l'interroger sur le dossier Lyon-Turin qui est un dossier que je pourrais résumer assez rapidement. Ça fait 40 ans qu'on nous parle du Lyon-Turin.
qu'on nous explique qu'il faut sortir les camions de la route et les promoteurs qui faisaient beaucoup de discours sur cette nécessité de faire diminuer la pollution, en fait, n'ont jamais rien fait pour sortir les camions de la route. Et ils nous ont expliqué qu'il nous fallait un nouvel outil, le Lyon-Turin, près de 30 à 40 milliards d'euros d'investissement. Et donc, je suis allé voir Michel Rivasi pour lui dire ce projet est une folie furieuse parce que la voie existante est en mesure de sortir les 2 tiers des poids lourds. C'était en 2013. La voie existante, la voie ferroviaire déjà existante, hein, c'est bien ça. La voie ferroviaire déjà existante. Alors bon, il y a tout un tas d'informations. Les gens pensent qu'il y a de plus en plus de camions entre la France et l'Italie. Il y en a aujourd'hui autant qu'en 1993. Et il n'y a pas d'augmentation du trafic poids lourd. Il y a même plutôt une diminution du trafic des marchandises entre la France et l'Italie par les Alpes du Nord, puisque là où on faisait circuler 130 trains avant d'avoir dépensé 1 milliard d'euros sur la voie ferroviaire, on n'en fait plus circuler qu'une trentaine aujourd'hui. Donc on se demande pourquoi on a dépensé 1 milliard pour avoir 100 trains de moins par jour que ce qu'il y avait avant les travaux. Et donc je suis allé la voir, on a discuté et elle a eu un grand courage parce que les choses n'étaient pas claires partout. Elle a eu un grand courage, ça a été de me proposer d'intégrer la liste qu'elle présentait sur la région Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, euh, pour intégrer la liste aux européennes avec elle. J'ai choisi de dire oui après avoir consulté tous mes petits camarades pour une raison très simple, c'était pour ancrer l'opposition au Lyon-Turin au sein d'Europe Écologie Les Verts, ce qui commençait à être le cas, mais qui n'était pas si évident que ça. Et elle a eu le courage de dire, bien, moi, je l'affirme haut et fort, et je propose d'intégrer des gens de l'opposition au Lyon-Turin à ma liste. D'accord. Et juste peut-être pour finir sur le Lyon-Turin, quelle est la situation aujourd'hui, ou en tout cas la situation aujourd'hui en termes de travaux avancés, de montants qui ont été dépensés. Je crois qu'il y a eu des tentatives un peu de saisine de la commission de transport au sein du Parlement européen. Donc, où on en est aujourd'hui sur l'actualité ou le résultat du travail des dernières années sur le dossier? Bah, le dossier, le travail essentiel que l'on a pu faire, c'est de démontrer que la voie ferrée existante était en mesure de sortir les 2 tiers des camions de la route dès aujourd'hui si on l'utilisait à hauteur de ce qu'elle était en 1998 ou dans les années 80, alors qu'on n'avait pas encore mis 1 milliard d'euros. On a mis 1 milliard d'euros et on dit, bah, on n'est pas maximaliste. On ne vous demande même pas de faire mieux qu'avant d'avoir dépensé 1 milliard. On vous demande de faire au moins ce que vous faisiez avant. Vous voyez? Et donc, bah, là, on a fait cette démonstration. Donc ça, c'était vraiment une étape importante. Aujourd'hui, ben, clairement, à fin 2024, au bilan 2024, pour le tunnel de base uniquement, ils ont déjà dépensé 4 milliards 3. Donc aujourd'hui, on est fin 2025. Ils ont probablement déjà dépensé 5 milliards d'euros. Tout ça pour creuser environ une vingtaine de kilomètres sur 120 à creuser. Donc ça fait un peu cher du kilomètre quand même. Ce que l'on sait, c'est que toutes les administrations centrales disent qu'il ne faut pas faire ce projet, mais que l'absence de mobilisation, vous parliez du Parlement européen, où j'ai pu m'exprimer de façon assez rapide parce que on n'a pas eu vraiment beaucoup de temps, ben, ce dossier n'est pas suffisamment porté au Parlement européen par ceux qui font des campagnes électorales ou dans lesquelles ils disent qu'ils sont opposés. Michel avait largement travaillé, elle m'avait fait rencontrer pas mal de personnes là-dessus, mais l'absence de forte mobilisation au niveau européen, mais aussi au niveau national, a fait que malheureusement, il continue. Alors aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il voudrait aussi faire les accès, alors que on ne sait toujours pas combien ça va coûter, ni quel est le bilan des coûts et des avantages, puisqu'il n'a jamais été fait. On vient de découvrir ça dans un courrier officiel adressé au Premier ministre et au ministre des Transports par les services de l'État.
Voilà, c'est un dossier où les gens feraient bien de s'y intéresser parce que 40 milliards d'euros, c'est justement ce que cherche Monsieur Lecornu. Et donc, il serait bien inspiré de ne pas augmenter la dette de la SNCF et des contribuables de 40 milliards pour un projet inutile. Ok, comme ça au moins c'est dit. Et si on revient sur l'alerte en général ou les alertes en général ou les rencontres annuelles des lanceurs d'alerte ou en tout cas ces rencontres régulières que vous coordonnez, que vous organisez, euh, c'est quoi les autres sujets chauds ou les autres urgences qui s'imposent? Est-ce que c'est à un niveau législatif? Est-ce que c'est un niveau de... Là, on le voit pour le Lyon-Turin, tout bêtement, c'est un aspect budgétaire où ça correspond à un montant qu'on cherche, le fait de décider de faire des économies de travaux sur ce truc-là. Quelles sont là aujourd'hui les priorités et les sujets chauds selon vous, dans Ah, votre et domaine? là, dans tous les cas, dans un des domaines que je gère et pour lequel j'ai eu l'occasion d'échanger pas mal avec Michel Rivasi, c'est la question des dérives de pesticides. Et là encore, en fait, on s'aperçoit que le droit fondamental est extrêmement intéressant quant aux alertes. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, la question des pesticides a été prise par le prisme de la santé publique, ce qui est parfaitement justifié, démontré scientifiquement. Mais bien évidemment, il est quand même difficile de démontrer le lien de causalité entre une exposition aux pesticides et l'apparition d'un cancer 40 ans après. Parce que, ce qui fait que ben, les seuls liens de causalité qui sont mis en évidence sont pour les travailleurs agricoles qui, eux, sont en permanence au contact, alors notamment pour le Parkinson, pour les dégénérescences, etc. Mais pour les autres, ben, finalement, il n'y a pas grand-chose. Et là encore, ben, le droit fondamental m'a amené, mais c'est là encore par conséquence de ces réflexions sur les droits fondamentaux et l'alerte, bah, m'a amené à considérer que finalement, quand un produit sortait d'une zone où il était destiné, hein, un pesticide, un engrais, etc., et il est allé chez le voisin, bah, en fait, le droit fondamental dit que c'est une violation de propriété. Ok. Eh oui, parce que la propriété est sacrée et inviolable. Alors, il y a des gens qui trouvent qu'il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas de propriété, mais pour l'instant, en tous les cas, c'est comme ça. Et finalement, c'est relativement intéressant parce que j'ai donc proposé des arrêtés municipaux qui ont été retoqués par le Conseil d'État, etc. Et puis, bah, un jour, on m'a dit, ah mais non, mais de toute façon, les mesures d'utilisation, ça ressort que des ministres. Donc, j'ai demandé aux ministres d'interdire les dérives et d'interdire aussi tous les outils qui ne permettent pas de respecter l'interdiction de la dérive. Puisque fatalement, et en expliquant, bah, je suis désolé, mais il y a plusieurs phénomènes, mais le premier, c'est que quand ça franchit la limite de propriété, bah, c'est le dépôt de déchets chez les voisins, puisqu'il n'y a plus d'utilisateurs, il n'y a plus de fonctionnalité. Bon, ça, c'est à peu près reconnu. Et le ministère de l'Agriculture a eu la gentillesse de nous répondre que oui, c'était bien une atteinte à la propriété, en effet, mais qu'elle était proportionnée compte tenu de la nécessité de souveraineté alimentaire et de l'intérêt général de l'utilité publique pour l'agriculture. Et donc, ça m'a permis de lui rappeler les dispositions de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit qu'effectivement, la propriété est sacrée et inviolable et qu'il peut y être porté atteinte pour des raisons d'utilité publique légalement constatées. Légalement constatées. L'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dit la même chose. D'une autre manière, elle dit qu'il faut que ce soit constaté par des lois. Il n'y a pas de loi qui permettent de porter atteinte à la propriété des tiers pour des pesticides. Ça n'existe pas. Par conséquent, on ne peut pas considérer qu'il ne faut pas interdire. Et donc, j'ai produit ça devant le Conseil d'État, plus une petite jurisprudence de la Cour d'appel de Reims, euh, grâce à des chercheurs sur les pesticides qui me l'ont transmise, puisqu'elle n'était pas répertoriée. Et aujourd'hui, nous avons un débat devant le Conseil d'État à qui j'ai demandé de poser la question à la Cour de justice de l'Union européenne. Et d'une certaine manière, ben, je m'inscris un petit peu dans des démarches qu'a pu entreprendre Michel Rivasi avec d'autres députés sur la question des pesticides. Ils étaient, eux, partis plutôt sur la question de la santé publique, mais qui ouvrent en fait
la porte à des controverses scientifiques, hein. On a toujours les influenceurs et influenceuses qui viennent nous expliquer que mais non, pas du tout, vous rapportez pas du tout la preuve, etc. Enfin, on a toutes ces controverses. Sur la question de la propriété, là, ils sont très ennuyés. Puisque là, pour le coup, c'est un truc factuel, hein. Soit on fait une prise d'échantillon et il y a des pesticides chez le voisin, soit il n'y en a pas. S'il y en a, je suis désolé, c'est une violation de propriété. Alors, il y a tout un tas de développements. Et là-dessus, je pense qu'on se serait bien amusé avec Michel. Oui, sur la question des pesticides, ou en tout cas par rapport à votre approche sur la dérive, on est bien sur des résidus de pesticides qui sont portés par le vent ou qui sont portés par les précipitations. C'est bien, c'est des choses de cet ordre-là, hein, c'est ça. Alors, c'est pas forcément d'ailleurs porté par. C'est entraîné à l'extérieur, mais ça peut être un manque de précaution de l'utilisateur, ou des outils qui ne permettent pas d'éviter la dérive. Quand on prend des pulvérisateurs, ben, les pulvérisateurs, ça fait des grands nuages et donc il suffit d'être sur limite et ça passe chez le voisin. Si on prend des toupies d'épandage, ben, s'il n'y a pas un déflecteur sur le côté, ben, on en balance à 20 mètres de chaque côté de la toupie. Il suffit de passer au mauvais endroit. C'est de la responsabilité de l'utilisateur qui, finalement, ne comprend pas vraiment en quoi on peut lui reprocher de mettre l'engrais chez les voisins. Vous voyez? Donc, en fait, Hmm. oui, bien sûr, il peut y avoir le vent, il peut y avoir la pluie, etc. Mais en tous les cas, on est sur une question là qui limiterait énormément la capacité d'utilisation des pesticides et responsabiliserait les utilisateurs de façon importante. Ce qui fait D'accord. que, Sur le front de l'alerte en général, même si ça peut paraître un peu euh, non pas abusif, mais en tout cas un peu caricatural, schématique que de dire l'alerte en général. Mais on a la conscience un peu diffuse que la corruption fait système. Est-ce qu'on peut, en termes d'analyse systémique, d'approche systémique, est-ce qu'il est juste de postuler ou d'envisager que l'alerte ou que les acteurs de l'alerte puissent faire système? Et comment, dans ce cas-là, par rapport aux législations qui sont en présence, comment ça peut se traduire en termes législatifs ou en termes de droits fondamentaux, quoi. Mais d'abord, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est juste d'envisager que l'alerte puisse faire système? bah, le problème sur l'alerte, c'est que en fait, l'objectif, c'est un petit peu comme l'aide alimentaire, hein, il faut qu'elle disparaisse. Hmm. Parce que quand il y a des lanceurs d'alerte, ça veut dire qu'il y a eu des dysfonctionnements et que les alertes n'ont pas été instruites ou qu'elles ont été entravées. Et donc, en fait, l'objectif, c'est de faire disparaître les lanceurs d'alerte avec des services de l'État qui fonctionnent. Je prends un exemple assez simple. Quand L214 se pointe dans un abattoir ou dans un élevage industriel et rapporte la preuve de, de conditions d'hygiène qui ne sont pas respectées ou de traitements sur les animaux qui ne respectent pas la législation, finalement, euh, l'action de L214 est nécessaire simplement parce que les services vétérinaires ne font pas le travail. Alors certains me disent oui, mais on leur a enlevé des inspecteurs. Enfin, c'est bizarre parce que dès que L214 sort une vidéo, paf, immédiatement le ministère de l'Agriculture nous explique qu'ils n'avaient pas le droit de rentrer dans les lieux, d'accord, et qu'ils vont envoyer une inspection sanitaire. Ben, ça tombe bien, mais s'ils l'avaient fait avant et s'il y avait des contrôles réguliers, ben, en fait, on n'aurait pas besoin de L214. Voilà. De la même manière, lorsque Raphaël Allais alerte sur avec Antoine Deltour sur l'optimisation fiscale au Luxembourg, en fait, tous les cabinets d'audit le savent et Bercy le sait. Et le commissaire européen, je crois que c'était Michel Barnier à l'époque, connaît parfaitement ce qui se passe puisque le président de la commission est lui-même luxembourgeois. Donc, je veux bien qu'on nous explique en fait, bien sûr, il y a quelque chose de systémique qui fait que les lanceurs d'alerte peuvent se retrouver sur des axes convergents et des procédures convergentes, mais il faut bien avoir à l'esprit que le développement de l'alerte est un mauvais signe pour une démocratie et une république.
Contrairement à ce qu'on dit, on a plutôt tendance à vouloir dire ah ben il faut qu'on protège mieux les lanceurs d'alerte pour qu'il y ait plus d'alertes et que ce soit qu'on progresse mieux. En fait, non, on constatera une vraie dégradation. Et donc ça, il y a une alerte dont on n'a pas parlé, c'est le système démocratique aujourd'hui et le fonctionnement démocratique de notre pays qui pose un vrai problème de représentation. Hein. Il faut savoir que dans les lois fondamentales, le mot élu n'existe pas. Ah oui. Non, celui qui existe, c'est représentant. Alors c'est d'ailleurs bizarre parce que dans la Constitution de la Ve République, le mot représentant est utilisé une fois pour la population, pour le peuple. Le peuple est souverain au travers de ses représentants, ce qui est assez flou et vague sur l'engagement des représentants. Et la deuxième chose, c'est le gouvernement est représenté dans les départements par le préfet. Là, pour le coup, là, on a bien déterminé le mandat de représentation du préfet qui dirige les services de l'État, etc., etc. Et donc, voilà, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le seul mot qui est utilisé, c'est celui de représentant, et on s'aperçoit bien que quand on utilise le mot représentant plutôt que élu, ça donne une dimension un peu différente. Les élus se sont réunis pour voter le budget municipal, bah oui, ils sont dans leur rôle, ils ont été élus pour ça. Les représentants de la population se sont réunis pour voter le budget municipal, ça induit que finalement, ils l'ont peut-être présenté à quelqu'un avant, ce qui est quand même très rarement le cas. Et donc, on voit bien qu'il y a là une alerte sur le fonctionnement démocratique, sur la représentation. J'en profite pour dire que les 3 et 4 décembre, à Grenoble, nous organisons des rencontres, qu'il y en aura une après la projection du film Les Doléances. Donc les cahiers de doléances qui ont été organisés au moment des Gilets jaunes, dont d'ailleurs rien n'a été traité malgré les engagements de dire on va regarder ce qu'il y a dedans. Tout le monde en fait s'en moque, c'était juste une opération de communication. Mais cet épisode a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il a fallu imaginer des cahiers de doléances pour que la voix de la population soit entendue. Alors, c'est vraiment... Oui, ça suggère qu'il y a un circuit qui est un peu cassé, ouais. C'est intéressant que la population s'exprime, mais moi, je me suis posé la question, puisque j'ai préparé ces rencontres du 3 décembre à Grenoble, et je me disais, c'est un peu bizarre, parce qu'avec tous les représentants conseillers municipaux, tous les représentants conseillers départementaux, tous les représentants conseillers régionaux, tous les représentants députés, tous les représentants sénateurs, il a fallu encore ouvrir des cahiers de doléances, dont je rappelle quand même qu'ils étaient l'outil de communication entre le peuple et le roi. Et donc, en fait, on s'aperçoit que personne s'est vraiment rendu compte du fait qu'il y avait un petit problème de représentation dans la procédure même d'instituer des cahiers de doléances. Alors, je veux dire, l'expression de la population est toujours importante, mais bizarrement, il n'y a personne qui s'est dit, mince, c'est bizarre, il faut que ça monte directement au président de la République. À quoi servent tous ces représentants au milieu? Et en fait, tous ces représentants, ils ont juste oublié qu'ils étaient représentants, puisque quand ils se présentent, ils disent « je suis élu ». Voilà, donc... Et donc là, je suis votre représentant, c'est ça. Et oui, et ça change un tout petit peu la donne. Ça change un petit peu la donne. Alors, sur la protection, pour aller rapidement, on sait qu'il y a eu la directive européenne, d'ailleurs, sur laquelle avait beaucoup travaillé Michel Rivasi avec Virginie Rosière, notamment. Moi, j'ai milité à l'époque pour dire que vouloir définir une protection pour les lanceurs d'alerte posait un problème puisque, en fait, on part dans la logique de dire que finalement, le lanceur d'alerte ou la lanceuse d'alerte sont des gens qui pratiquent la désobéissance civile. C'est quelque chose qu'on entend assez fréquemment, alors que moi, je prétends qu'ils pratiquent l'obéissance citoyenne.
puisqu'ils répondent à des lois et des principes fondamentaux, ne pas nuire à autrui, que chacun paye l'impôt en raison de ses facultés, préserver l'environnement, la police protège les droits de l'homme, etc., etc. Et donc, ben, c'est assez bizarre que l'on dise il faut protéger des gens qui respectent les lois et les principes fondamentaux. En fait, Alors, le ouais, non, problème, mais c'est que c'est le très problème, intéressant de remettre l'enjeu ou le débat sur cette question des droits fondamentaux, eh oui, ou plutôt que de faire une approche millefeuille où on rajoute des couches, peut-être qu'il peut être bien de revenir justement à des fondamentaux et à une clarté, à une simplicité législative avec des principes qui sont non seulement appliqués, mais qui sont surtout incarnés ou existants. Mm. bah, surtout qu'on a un code du travail, puisqu'il y a des fois des salariés qui... Le code du travail, il dit, le travailleur alerte immédiatement l'employeur lorsqu'il constate des risques pour l'environnement et la santé publique. C'est pas peut alerter l'employeur, c'est alerte, présente l'indicatif, donc c'est une obligation. Donc en fait, l'alerte ressort d'une obligation ou du Code du travail ou citoyenne. D'ailleurs, moi je m'étonne que des employeurs n'aient pas encore utilisé ça pour licencier des gens qui ne les avaient pas alertés. Mm. Hein, ils pourraient le faire. Ils pourraient le faire parce qu'ils pourraient dire bah, vous étiez au courant, vous m'avez pas. Mon Dieu, vous ne m'avez pas alerté. Vous voyez? Et donc, en fait, l'alerte est quelque chose d'obligatoire. Sinon, ben, c'est un problème. Par contre, ce qui pose un vrai problème en matière d'alerte, c'est ceux qui entravent, ceux qui n'instruisent pas l'alerte. Et là, bizarrement, personne ne pense à créer des dispositifs législatifs là-dessus, Mm. sur les manquements des services de l'État, des préfets, qui couvrent des situations de danger alors qu'ils ont la responsabilité de protéger l'environnement et de protéger les droits fondamentaux, la santé publique, etc., etc. Mm. Et donc, voilà, je pense qu'il y a une nécessité de bien réfléchir à ces questions de protection, sans construire des grandes cathédrales sur la protection des lanceuses et lanceurs d'alerte, soi-disant pour les protéger, mais plutôt en ayant un régime d'obligation d'instruction de l'alerte et de mesures à prendre. Alors, dernière question, on l'a un petit peu abordé là par rapport à nos derniers échanges. Comment vous soutenir ou augmenter l'impact de votre action en tant que collectif ou en tant qu'association ou en tant que euh, promoteur d'une refondation de l'alerte ou d'une consolidation de l'alerte? Alors, ben, c'est justement le thème de ma chronique qui a été publiée dans le journal le 23, le 2 novembre dernier. J'invite tout le monde à aller le voir. J'en profite pour faire un petit pub, C'est de lejournalpe.fr. bonne loi. Et c'est un média citoyen et indépendant. Et en fait, euh, il se trouve que j'ai participé à quelques campagnes électorales et un des slogans que j'avais développé, c'est le mot politique se conjugue avec le verbe faire, non pas avec le verbe dire. Et j'aurais tendance à dire que le verbe alerter se conjugue avec le verbe faire et pas avec le verbe soutenir. Hmm. Donc, en fait, ce dont on a besoin, c'est que les citoyens, mais également leurs représentants, euh, s'emparent des questions d'alerte et des droits fondamentaux qui aujourd'hui sont vraiment remis en cause, hein. On l'a vu avec les vidéos sur Sainte-Soline, où le droit fondamental, enfin, quand même, la force publique est là pour protéger les droits de l'homme, hein. C'est l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme. On le voit sur la santé publique, on le voit sur la dignité humaine, avec des gens qui sont à la rue. Je suis désolé, mais le préambule de la Constitution de 46, le bloc de constitutionnalité de la Ve République, dit que la nation garantit des conditions de vie dignes à tous les individus. Quand on vit dans la rue, donc on voit bien qu'il y a des défaillances de notre système. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut revenir à ces droits fondamentaux. Et plutôt que dire nous soutenons un tel, nous soutenons un tel, nous soutenons telle organisation, il faut que les gens s'engagent et s'engagent
au service de ces principes et de ces lois fondamentales. Alors, bien évidemment, pour pouvoir s'y engager, il faut les connaître. Et je me bagarre chaque jour pour essayer de les faire connaître. C'est ce que je viens de faire sur quelques articles qui sont finalement assez intéressants, puisqu'on s'aperçoit que, effectivement, on n'a pas le droit d'empoisonner les autres au nom du business. D'accord. Merci beaucoup, Daniel Ibanez. Donc, merci pour cet entretien. Et puis, à la fois, j'ai envie de vous dire à bientôt et à la fois, j'ai envie de vous dire plus jamais ça. Voilà. Et oui, on n'a pas trop envie de continuer. Moi, juste un petit mot. J'ai vraiment eu l'occasion et le plaisir de pouvoir rencontrer Michel Rivasi. Je sais qu'elle a connu beaucoup de difficultés, notamment au moment du Covid, où au moment du Covid, il était impossible de parler du médicament ou des vaccins sans passer pour un anti-vax à l'époque. Finalement, dans une société proche du macartisme, parce qu'aujourd'hui, en fait, on ne peut pas parler d'Israël sans être traité d'antisémite. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a une caricature du débat politique aujourd'hui dont a été victime Michel Rivasi sur la question des vaccins, où elle ne demandait rien d'autre que la transparence sur la composition des vaccins, que des analyses et des expertises contradictoires sur la manière dont ils étaient achetés. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, Madame von der Leyen a quand même quelques cailloux dans la chaussure. Et en fait, je sais qu'elle a été très largement ostracisée pour des positions simplement de demande de transparence. Et je pense que le débat politique ferait bien de s'interroger un petit peu sur la manière dont sont menés les débats et pas simplement à travers l'anathème, comme c'est encore le cas aujourd'hui, ce qui pose quelques problèmes de dérive, qui ne C'est le sont cas de pas, le dire. qui ne sont pas de produits phytopharmaceutiques pour Et- celles-ci. Exactement, c'est le cas de le dire, Daniel. Merci pour cet entretien. Bon courage, Merci, à bientôt. bon courage, au revoir.